On dit que le temps guérit tout, mais pour ceux qui vivaient du mauvais côté de la liberté, en 1812, le temps n'était que la mesure entre deux déchirements. Cette histoire commence dans la chaleur lourde et moite du département de la Gironde, où les champs de lin s'étendaient comme un océan blanc attendant de noyer le soleil. Nous parlons d'un homme nommé Basile. Il n'était pas grand par la taille, mais son âme était de granit. Il portait le poids du monde, ou du moins le poids du domaine de la Tour, sur ses épaules chaque jour. C'était un travailleur de force, un homme au dos solide, qui connaissait l'instant précis où le soleil franchirait l'horizon, parce qu'il était déjà debout depuis 1 heure, priant pour une force qu'il ne pensait plus avoir. Basile ne travaillait pas seulement pour survivre. Il travaillait pour Adélaïde, sa femme, et leur fille, Félicité. Adélaïde était la lumière dans les ténèbres. Une femme capable de tirer une chanson du sifflement du vent. Une femme dont le contact pouvait apaiser les muscles endoloris à la fin d'une longue et brutale journée. Félicité, âgée de seulement 10 ans, était vive comme l'éclair, posant toujours des questions, regardant sans cesse les étoiles, en rêvant de lieux sans clôture. Ces deux femmes étaient son univers entier, la seule chose qui rendait ce labeur sans fin supportable. Il les protégeait farouchement, bien que sa protection ne fût que sa simple présence, un mince bouclier contre la tempête. Le propriétaire de ce morceau de misère était Monsieur de la Tour. Or, de la Tour n'était pas le genre de maître cruel dont on parle dans les livres, ceux qui hurlent et frappent sans cesse. Non, de la Tour était pire. Il était calme, calculateur, et sa cruauté était administrative. Tout n'était pour lui que paperasse, prix du marché et inventaire. Les gens n'étaient que des actifs, et quand les actifs devenaient encombrants, on les déplaçait. De la Tour traitait les personnes asservies sur ses terres exactement comme il traitait ses balles de lin. Des marchandises à échanger pour un profit maximal. Basile avait réussi, à force d'efforts et en restant discret, à se tailler un petit coin de paix presque invisible pour sa famille. Il vivait dans une cabane légèrement à l'écart des quartiers principaux. Ils mangeaient le peu qu'ils pouvaient cultiver sur leurs petits lopins et se serraient les uns contre les autres dans l'obscurité des nuits. Ils savaient que cette paix était fragile, bâtie sur les sables mouvants de l'humeur de la Tour et le prix imprévisible du lin. Chaque lever de soleil apportait la peur que ce jour soit celui où le couperet tomberait. Cette fragilité se brisa par un matin humide d'août. Monsieur de la Tour avait un problème. Pas un problème moral, bien sûr, mais un problème financier. Une mauvaise récolte dans le Nord signifiait que ses profits escomptés ne s'étaient pas matérialisés. Et il devait une somme substantielle à un négociant de Bordeaux. De la Tour faisait les 100 pas sur la véranda de sa maison de maître, ses bottes cirées, claquant sur le bois, regardant les rangées de cabanes. Il avait besoin de liquidité, et vite. Il devait liquider un actif. Il ne prit pas la peine d'appeler Basile personnellement à la maison de maître. De la Tour envoya simplement son régisseur, une brute nommée Gaspard. Gaspard était un homme au cou épais et à la main lourde qui savourait le petit pouvoir éphémère que sa position lui donnait. Gaspard arriva lourdement vers la cabane de Basile juste au moment où la famille terminait son maigre petit déjeuner de bouillie de millet. L'air devint instantanément pesant. Basile vit Gaspard approcher et son estomac se noua. Il n'avait pas besoin de mots pour comprendre cette visite. Gaspard ne faisait pas de visite sociale, à moins qu'elle n'implique d'un fouet ou une menace. Gaspard se tint dans l'encadrement de la porte, bloquant la faible lumière du matin. Il chiquait du tabac lentement, ses yeux scrutant Adélaïde, avant de se poser froidement sur Félicité, qui se cacha instinctivement derrière les jupes de sa mère. « De la Tour veut te parler, Basile », grogna Gaspard en crachant du jus sur le sol poussiéreux près du seuil. « Tout de suite. Et tu as intérêt à te presser. » Basile lança un regard à Adélaïde, une communication silencieuse et rapide qui disait « Reste calme, ne t'inquiète pas. » Mais l'inquiétude était déjà une pierre froide dans sa poitrine, s'alourdissant à chaque respiration. Il suivit Gaspard sur le chemin de la maison de maître, son cœur battant un rythme frénétique contre ses côtes.
Monsieur de la Tour était assis à une grande table en acajou, entouré de registres et de cartes détaillant les terres et les gens qui s'y trouvaient. Il ne leva pas les yeux quand Basile entra. Il tapota simplement une plume d'argent contre une page, le son résonnant de manière inquiétante dans le silence. « Basile » finit par dire de la Tour, d'une voix plate, dénuée de toute émotion, comme s'il discutait de la météo ou du rendement des champs. « Le marché est ce qu'il est. J'ai une dette importante et j'ai l'opportunité de l'épurer, mais cela demande un sacrifice de ma part, un inconvénient temporaire. » Basile restait droit, les mains croisées derrière le dos, essayant de projeter un calme qu'il ne ressentait absolument pas. Il savait qu'il ne fallait pas parler avant d'y être invité. « Oui, monsieur de la Tour !» De la Tour leva enfin les yeux, son regard contenant un mélange glaçant de calcul et d'ennui. Un propriétaire de domaine près de Marseille, un certain monsieur Duval, cherche à agrandir sa main-d'œuvre. Plus précisément, il cherche des femmes vigoureuses. Il paie d'un prix fort pour du bétail sain, bien au-dessus du cours du marché ici à Bordeaux. Basile sentit l'air s'épaissir autour de lui. Il savait où cela menait. Adélaïde. La pensée le frappa comme un coup physique, lui coupant le souffle. « J'ai décidé, » continua de la Tour en s'appuyant contre son dossier, « que je devais vendre un membre de ta famille immédiate. C'est le moyen le plus simple de lever le capital nécessaire sans perturber l'équipe principale des champs. Tu comprends? L'efficacité. » Le souffle de Basile se bloqua. Il voulait hurler, tomber à genoux, implorer pitié, mais il savait que toute réaction ne ferait qu'amuser de la Tour et aggraverait la situation pour Adélaïde et Félicité. Il resta silencieux, attendant le coup de grâce. « Cependant, » dit de la Tour, un léger sourire froid effleurant ses lèvres, « j'ai un dilemme, et je veux que tu le résolves pour moi. Adélaïde, ta femme, est robuste. Elle a fait ses preuves au champ. Elle rapporterait un prix très élevé immédiatement, couvrant facilement la dette. Mais Félicité, ta fille, est jeune. Elle est malléable, formable, et Duval apprécie la jeunesse pour un investissement de travail à long terme. Elle rapporterait aussi un prix élevé, peut-être même plus à long terme, compte tenu de ses années de service potentiel. » De la Tour reprit sa plume d'argent, paraissant sincèrement perplexe, comme s'il choisissait entre deux pièces de machinerie de valeur égale. Il soupira de manière dramatique. « Je n'ai pas le temps pour cette indécision, Basile. Je dois en envoyer une vers le sud demain matin. C'est ta famille, et franchement, peu m'importe laquelle part, mais toi, cela t'importe. C'est donc toi qui décideras. » Basile sentit le sang quitter son visage. Les mots restaient suspendus dans l'air, lourds et empoisonnés. « C'est toi qui décideras. » C'était un choix conçu non seulement pour infliger de la douleur, mais pour rendre Basile responsable de sa propre destruction. « Choisis, Basile !» ordonna de la Tour, sa voix se durcissant légèrement, impatient devant le silence. La mère, Adélaïde, ou la fille, Félicité, laquelle part pour Marseille? Basile ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Sa langue semblait épaisse et sèche, sa gorge contractée. L'image du visage résilient d'Adélaïde et des yeux brillants et rêveurs de Félicité défilèrent derrière ses paupières. Comment un homme pouvait-il choisir quelle moitié de son cœur s'arracher? Sauver l'une signifiait condamner l'autre. De la Tour attendait, tapotant impatiemment sa plume contre le registre. « Tu as jusqu'au coucher du soleil, Basile. J'ai besoin que le nom soit écrit sur ce papier avant que le soleil ne disparaisse derrière ces arbres. Si tu n'as pas fait de choix d'ici là, je choisirai les deux, et elles seront vendues séparément à différents propriétaires dans différentes régions. Est-ce bien clair? » « Oui, monsieur de la Tour, » chuchota enfin Basile, les mots ayant un goût de cendre et de défaite. Il fut congédié. Il sortit de la maison de maître, passa devant les pelouses entretenues et reprit le chemin poussiéreux qui menait à sa vie désormais brisée. Le simple fait de marcher lui semblait être une traversée dans une boue épaisse. Chaque pas était lourd du poids de la décision à venir, du poids de ce couteau impossible qu'on le forçait à tenir. Lorsqu'il atteignit la cabane, Adélaïde se tenait dehors, les mains jointes, le visage crispé par la peur. Elle n'eut pas besoin de demander ce qui s'était passé. Elle pouvait lire la dévastation sur son visage. Félicité
s'agrippait à la robe de sa mère, sentant l'horreur sans en comprendre les détails. Basile regarda sa femme, celle qui avait partagé ses souffrances et ses rares joies précieuses. Puis il regarda sa fille, le reflet innocent de leur espoir. L'une d'elles devait être sauvée de la vente immédiate pour Marseille. L'une d'elles devait être désignée pour le voyage vers le sud. Il s'assit lourdement sur la marche en bois brut, enfouissant son visage dans ses mains. Le soleil était encore haut, brûlant sans relâche, mais l'horloge tournait vers le crépuscule. Adélaïde, l'encre de sa vie, ou Félicité, le futur fragile qu'il rêvait de protéger. Il devait trouver un moyen de faire un choix qui n'en était pas un. Et alors qu'il était assis là, luttant contre la décision la plus monstrueuse qu'un homme puisse affronter, une résolution froide et désespérée commença à se former au creux de son estomac. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement en choisir une pour la sauver. Il devait trouver un moyen de défier le choix lui-même. Bien que le chemin de la défiance semblât totalement impossible sous l'œil cruel et vigilant de M. de la Tour, il leva la tête, le soleil reflétant la douleur et la soudaine détermination féroce dans ses yeux. Il devait réfléchir, il devait agir. Mais comment ? Le poids du soleil de l'après-midi pesait sur Basile comme un fardeau physique sur les marches de la cabane. Il restait là, les épaules voûtées, l'ordre impossible résonnant dans sa tête. Choisi. Adélaïde s'agenouilla près de lui, sa main posée doucement sur son bras. Elle ne parlait pas, mais ses yeux, d'ordinaire si pleins d'un feu tranquille, étaient voilés par une terreur qui miroitait la sienne. Félicité s'agrippait toujours à sa jupe, regardant ses parents l'un après l'autre, le front plissé par l'inquiétude d'un enfant qui sait que l'orage arrive sans comprendre la pluie. Enfin, Basile leva la tête, la résolution qu'il avait trouvée plus tôt, luttant désormais contre un pur chagrin paralysant. « Il veut que l'une de vous soit vendue », murmura-t-il, les mots s'étranglant dans sa gorge. « À Marseille, Duval, il a dit que je devais choisir avant le coucher du soleil. Adélaïde, il a dit que si je ne choisissais pas, il vous vendrait toutes les deux séparément dans des endroits différents. » Adélaïde ferma les yeux et une seule larme traça un sillon dans la poussière sur sa joue. Elle ne cria pas, ne s'emporta pas. Elle encaissa simplement le coup comme le granit encaisse le martèlement incessant de la mer. « Que le Seigneur ait pitié de son âme » murmura-t-elle, la voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Elle connaissait M. de la Tour. Ce n'était pas une affaire de dette, c'était une affaire de pouvoir. Il s'agissait de tourner le couteau, jusqu'à ce que la victime soit forcée de se mutiler elle-même. « Il a mis des prix sur vos têtes, Adélaïde », continua Basile, incapable de regarder Félicité en face. « Il a parlé de ta force, de ta valeur au champ, et il a parlé de la jeunesse de Félicité, de ses longues années de service à venir. » Adélaïde serra son bras plus fort, le forçant à croiser son regard. « Alors le choix est clair, Basile. Ce doit être moi. » Basile secoua violemment la tête. « Non, je ne veux pas l'entendre. Je ne te choisirai pas. Mais tu le dois, » insista Adélaïde, la voix montant légèrement. « Regarde-la, Basile. Regarde notre fille. Elle n'a que 10 ans. Elle a besoin d'années pour grandir, d'années pour apprendre qui elle est. Si elle part vers le sud maintenant, cette vie sera étouffée avant même d'avoir commencé. Moi, mon esprit est déjà forgé. J'ai vécu ma vie avec toi. J'ai connu la joie. Mais Félicité, elle rêve encore des étoiles. Tu ne peux pas lui enlever ça. Et mon cœur, Adélaïde. » La voix de Basile se brisa. « Et les années que nous nous sommes promises, les moments de calme que nous avons volés, comment puis-je vivre ici en sachant que tu es parti, en sachant que c'est moi qui t'ai envoyé là-bas ? Tu vis pour elle, » dit Adélaïde en désignant Félicité. Tu vis pour t'assurer qu'elle se souvienne de moi, qu'elle se souvienne des chansons, de l'espoir. Tu dois choisir la vie qui a le plus d'années devant elle pour se battre, Basile. Et c'est Félicité. La dispute déchira le petit espace de la cabane, une bataille silencieuse et terrible de sacrifices. Adélaïde s'offrait elle-même, l'acte ultime d'amour et de protection.
Mais Basile savait que s'il écrivait simplement le nom d'Adélaïde, il jouait exactement au jeu de Delatour, comme le maître l'entendait. Il serait brisé, et Delatour profiterait de sa brisure. Il se leva soudainement, arpentant la petite zone poussiéreuse devant la cabane. Le soleil commençait sa lente et agonisante descente vers les arbres à l'ouest. Il lui restait peut-être 3 heures. Delatour veut que je sois le bourreau, marmonna Basile en passant une main sur son visage fatigué. Il veut que je ressente la culpabilité chaque jour pour le reste de ma vie. Il veut prouver que même l'amour peut être réduit à une marge de profit. Il s'arrêta de marcher et regarda vers les champs de lin, les fleurs blanches se moquant des ténèbres de son âme. Il pensa à Delatour, cet homme froid et calculateur qui voyait les gens comme des actifs. Si je te choisis, Adélaïde, Delatour gagne l'argent et il gagne mon âme, affirma Basile, l'esprit en ébullition, cherchant la faille dans la logique du maître. Mais si je refuse le choix, il vend les deux. C'est le levier qu'il détient sur moi. Alors tu dois choisir, mon amour, plaida Adélaïde, les larmes coulant désormais librement. Ne nous perds pas toutes les deux en essayant de nous sauver toutes les deux. Non, dit Basile d'une voix basse et d'une intensité féroce. Je ne choisirai pas, je vais défier le choix. Adélaïde parut confuse. Comment? Nous n'avons rien, Basile. Pas d'argent, pas de pouvoir, pas d'alliés. Nous avons le temps, dit Basile, bien qu'il sût que le temps était presque écoulé. Et nous avons l'avidité de Delatour. C'est la seule langue qu'ils comprennent. Il se rassit, attirant Adélaïde près de lui. Il devait réfléchir non pas comme un mari ou un père, mais comme un stratège face à un terrible tyran. Delatour a besoin de liquidités immédiatement pour une dette à Bordeaux, raisonna Basile, se rappelant les détails que Delatour avait mentionnés avec désinvolture. Il a besoin que la vente se fasse demain matin. Il est sous pression. Il a besoin d'une transaction propre. Basile réalisa que la vente d'Adélaïde ou de Félicité n'était qu'une solution au problème financier de Delatour. C'était la solution qui maximisait sa cruauté. Mais, et si Basile proposait une meilleure solution financière, une solution si bénéfique pour les comptes de Delatour qu'elle rendrait la vente d'Adélaïde ou de Félicité et le drame émotionnel qui s'ensuivrait gênant. C'était un pari risqué, un pari sur leur vie, mais c'était le seul chemin qui n'impliquait pas de sacrifier sa famille. Adélaïde, écoute attentivement, commença Basile, les yeux fixés sur le soleil couchant. J'ai travaillé cette terre depuis que je suis enfant. Je connais chaque pierre, chaque creux, chaque parcelle de sol qui produit du profit et chaque parcelle qui ne fait que gaspiller les graines. Delatour le sait. Il compte sur moi pour maintenir l'efficacité de ses récoltes. Adélaïde écoutait intensément, sa peur momentanément remplacée par une concentration extrême. Delatour regarde la valeur immédiate d'une vente, expliqua Basile. Il voit Adélaïde comme 800 francs aujourd'hui, ou Félicité comme 1000 francs à long terme. Il ne voit pas la valeur du travail qu'il perd ici en les vendant parce qu'il pense que tout travail est remplaçable. Basile se leva à nouveau et se dirigea vers la petite table où il mangeait. Il trouva un morceau de charbon de bois et un fragment de papier grossier du genre de ceux utilisés pour emballer les provisions. « Je vais écrire un nom, » dit Basile, la main tremblante en regardant le papier vierge. « Je le dois, sinon il prend les deux. Mais je ne vais pas seulement écrire un nom, je vais écrire une proposition. » Adélaïde regardait, son souffle retenu. Basile savait que s'il nommait Adélaïde, il achèterait peut-être quelques années à Félicité, mais le traumatisme les détruirait. S'il nommait Félicité, Adélaïde ne s'en remettrait jamais. Le choix était impossible parce que le véritable objectif était de sauver les deux. Il regarda le charbon puis le papier. Il ne pouvait pas écrire Adélaïde. Il ne pouvait pas écrire Félicité. Mais il devait écrire un nom. Une pensée glaçante le frappa, une détermination née d'une nécessité absolue. Il utiliserait la liste des actifs que Delatour tenait. Il a dit qu'il avait besoin d'un membre de ma famille immédiate, murmura Basile. Il n'a pas précisé lequel. Il regarda Adélaïde, puis revint au papier. Il n'écrivit pas son nom.
Il n'écrivit pas celui de Félicité. Au lieu de cela, d'une main désormais assurée par une résolution glacée, il écrivit le nom de la personne qui, techniquement, était sa famille immédiate, la personne dont le destin était lié au sien. Il écrivit « Adélaïde ». Adélaïde eut un hoquet de surprise en voyant le nom, un son aigu et blessé. « Basile, non, tu ne peux pas !»« Attends !» ordonna Basile en levant la main. « Regarde ce que je fais ensuite. » Sous le nom d'Adélaïde, il commença à écrire avec l'écriture la plus précise et soignée qu'il put, en utilisant le charbon « Monsieur de la Tour. J'ai choisi Adélaïde comme vous l'avez ordonné pour répondre à votre dette immédiate. Cependant, je dois vous informer que vendre Adélaïde maintenant est une erreur financière importante pour le domaine. Une erreur qui vous coûtera bien plus que le prix offert par Duval. Adélaïde connaît le nouveau système de rotation que nous avons mis en place au printemps dernier, celui qui a augmenté le rendement de 15% sur les terres basses. Elle sait où les canaux d'irrigation faiblissent et comment coordonner les nouveaux travailleurs plus efficacement que Gaspard. Si vous la vendez maintenant, l'efficacité de toute la récolte chutera immédiatement. Vous perdrez plus que vous ne gagnerez. Au lieu de cela, je propose cette alternative. Vous gardez Adélaïde et Félicité ici. En échange, moi, Basile, je garantis personnellement que le rendement des 3 prochains mois dépassera le meilleur rendement jamais enregistré ici de 20%. Je choisirai mon équipe de travailleurs et je travaillerai de l'aube au lever de la lune. Je comblerai le déficit que vous devez à Bordeaux et vous garderez votre marge de profit intacte sans l'inconvénient de vendre un actif de valeur. Si je ne parviens pas à atteindre cette augmentation de 20%, vous pourrez vendre Adélaïde et Félicité séparément et vous pourrez me vendre moi aussi immédiatement à des propriétaires différents. Cela vous donne du temps et vous garantit un profit plus élevé que l'offre de Duval. Le choix n'est pas entre Adélaïde et Félicité. Le choix est entre un profit immédiat modéré ou une récolte record garantie. Basile finit d'écrire, son cœur martelant ses côtes. Il avait formulé le choix non pas comme un dilemme moral, mais comme une décision d'affaires. Il avait utilisé le langage même de la Tour. Efficacité, profit, garantie. Adélaïde lut la note, le visage pâle. « Basile, c'est de la folie. Tu promets l'impossible. Une augmentation de 20%? Le temps tourne déjà au sec. Tu offres ta propre vie. Et si tu échoues, tu nous condamnes de toute façon. » Oui, admit Basile en pliant soigneusement le papier. Mais si j'échoue, nous aurions été condamnés de toute façon. De cette manière, nous avons une chance. De cette manière, je le force à faire un choix basé sur son avidité, pas sur sa cruauté. S'il choisit l'argent immédiat de Duval, il perd la possibilité du profit massif que j'offre et il perd le levier de mon travail pendant 3 mois. Et il pariait tout sur le besoin pathologique de la Tour, pour le profit maximum. « Mais pourquoi as-tu écrit mon nom en premier ?» demanda Adélaïde, la voix tremblante. « Parce qu'il exigeait un nom, » expliqua Basile. « Il exigeait un choix. J'ai donné le nom pour respecter la lettre de son ordre, mais j'ai immédiatement compliqué l'actif. Si j'avais juste proposé le marché, il aurait vendu l'une de vous par dépit. En te nommant en premier, je reconnais son pouvoir pour ensuite lui montrer immédiatement pourquoi exercer ce pouvoir est financièrement stupide. C'était un bouclier mince et fragile, bâti sur l'audace et le désespoir. Le soleil embrassait maintenant le sommet des plus hauts peupliers. Le ciel virait au pourpre profond et à l'orange. Il n'y avait plus de temps pour discuter. « Je dois lui apporter ça maintenant », dit Basile, en glissant la note tachée de charbon dans sa poche. Si Gaspard me trouve, ou si j'attends que le soleil soit vraiment couché, de la Tour supposera que j'ai échoué et mettra sa menace à exécution. Adélaïde saisit sa chemise, l'attirant pour une étreinte féroce et désespérée. « Fais attention, mon amour. S'il voit cela comme une défiance, il te brisera. »« Il a déjà essayé de me briser quand il m'a donné le choix, » dit Basile en s'écartant. « Maintenant, je me bats sur son propre registre, là où il se pense le plus fort. » Il s'éloigna de la cabane, laissant Adélaïde et Félicité se serrer l'une contre l'autre, regardant l'homme qu'elles aimaient marcher vers le cœur du danger. Le chemin vers la maison de maître semblait sans fin. Chaque son, le chant des grillons
Le bruissement des feuilles résonnait comme l'impatience de la Tour. Quand Basile atteignit la demeure, les fenêtres brillaient déjà de la lumière jaune et chaude des lampes. Gaspard était assis sur les marches de la véranda, taillant un morceau de bois, son ombre immense s'étirant dans le crépuscule. Il leva les yeux, le visage inexpressif. « Tu es en retard », grogna Gaspard en crachant du tabac sur l'herbe. « Le soleil a presque disparu. As-tu fait ton choix ?»« J'ai le nom, Gaspard, » dit Basile, se tenant droit, essayant de projeter de l'assurance. « Monsieur de la Tour a dit que je devais le lui remettre personnellement. » Gaspard plissa les yeux, visiblement méfiant devant le calme de Basile. Il jeta son couteau sur les marches. « Très bien, mais si tu lui fais perdre son temps, tu auras affaire à moi. » Basile passa devant Gaspard et monta les marches, ses bottes résonnant bruyamment sur le bois. Il trouva Monsieur de la Tour exactement là où il l'avait laissé des heures plus tôt, toujours entouré de registres, bien qu'une lampe fournisse maintenant la lumière. De la Tour sirotait un cognac, l'air détendu, savourant visiblement l'idée que Basile souffrait. De la Tour jeta un regard, un air sec et impatient sur le visage. « Alors, Basile, c'est l'heure de vérité. Le soleil se couche. As-tu rempli ton devoir ?» Basile traversa le parquet ciré, s'arrêtant à quelques pas de l'imposant bureau en acajou. Il sortit le papier plié de sa poche et le posa soigneusement sur la surface du bureau. « Oui, monsieur de la Tour, » dit Basile, la voix ferme. « J'ai pris ma décision comme vous l'avez ordonné. » De la Tour ramassa le papier, sa plume d'argent posée à proximité. Il déplia le papier grossier avec dégoût et commença à lire. À mesure que les yeux de la Tour parcouraient la note, l'expression froide et ennuyée sur son visage commença à changer. D'abord, une lueur de surprise lorsqu'il vit le nom d'Adélaïde. Puis, alors qu'il lisait la longue explication et la proposition qui suivait, ses sourcils se levèrent lentement. Le petit sourire cruel qui jouait sur ses lèvres disparut totalement. Il lut la note 2 fois, ses lèvres bougeant silencieusement, absorbant l'audace calculée de l'offre. Le silence dans la pièce devint absolu, rompu seulement par le pétillement de la mèche de la lampe. Basile restait parfaitement immobile, sachant que sa vie et les vies de sa femme et de sa fille dépendaient des prochaines secondes. Il avait offert une défiance enveloppée dans une marge de profit. Si de la Tour voyait la défiance en premier, ils étaient perdus. S'il voyait le profit en premier, il pourrait survivre jusqu'à la prochaine récolte. De la Tour finit par poser la note, s'adossant à sa chaise, les yeux fixés sur Basile avec une nouvelle intensité dangereuse. Il n'était plus ennuyé, il calculait. Une augmentation de 20%, Basile, dit de la Tour, la voix basse et menaçante. Tu garantis un rendement record, c'est une somme substantielle que tu promets. Plus que ce que Duval offre pour Adélaïde maintenant, et plus que ce que Félicité vaudrait pendant des années. Oui, monsieur de la Tour, confirma Basile, une garantie. Si j'échoue, vous nous vendez tous les trois, et vous n'avez rien perdu d'autre que 3 mois d'attente. De la Tour reprit sa plume d'argent et la tapota contre le papier, pesant le risque et la récompense. Il voyait le piège. La façon dont Basile avait transformé le dilemme moral en un pari commercial, mais le profit potentiel était faramineux. De la Tour s'était toujours enorgueilli de prendre la décision la plus avantageuse financièrement. « Tu es un homme audacieux, Basile », finit par dire de la Tour avec une pointe d'admiration réticente dans sa voix froide. « Ou un homme très stupide, tu comprends les termes de ce pari. Si tu échoues, je ferai de vous trois un exemple dont on se souviendra dans tout le département. »« Je comprends, monsieur de la Tour, » répondit Basile. « Mais si je réussis, vous aurez l'argent dont vous avez besoin et le profit maximal de vos terres cette saison. » De la Tour regarda le nom d'Adélaïde écrit sur le papier, puis revint à Basile. Il était agacé que son jeu cruel ait été détourné, mais il ne pouvait nier les mathématiques de la proposition. Le profit potentiel l'emportait sur la commodité immédiate de la vente. Avec un profond soupir, qui ressemblait plus à un sifflement frustré, de la Tour prit une feuille de papier propre et commença à écrire, non pas un reçu pour la vente d'Adélaïde, mais un contrat. « Très bien, Basile, » annonça de la Tour en trempant sa plume dans l'encrier. « Tu as acheté 3 mois à ta famille.
Ce n'est plus un choix de vente, c'est un contrat de production. Ta vie et les leurs sont désormais liés au rendement du lin. Tu commenceras demain matin. Tu peux choisir ton équipe, mais tu ne quitteras pas la propriété et tu ne parleras de cet arrangement à personne, sauf à ta femme. Gaspard te surveillera de plus près que jamais. Basile ressentit une vague de soulagement si intense que ses genoux faillirent se dérober. Il avait gagné la première bataille, une bataille menée entièrement sur papier, mais il savait que la guerre ne faisait que commencer. Il avait échappé au choix impossible, mais il l'avait échangé contre une tâche impossible, livrer une récolte record, sous la surveillance la plus stricte, avec les vies d'Adélaïde et de Félicité, suspendues à chaque brin de lin. « Merci, monsieur de la Tour, » dit Basile, en inclinant légèrement la tête, essayant de dissimuler l'épuisement et la peur qui remplaçaient maintenant l'effroi immédiat. De la Tour fit un geste dédaigneux de la main. « Ne me remercie pas, Basile. Remercie ta propre ambition. Maintenant, sors de ma vue, et souviens-toi, le soleil se lèvera bientôt. Commence à tenir tes promesses. » Basile fit demi-tour et sortit de la maison de maître, laissant derrière lui la chaleur et les calculs. L'air nocturne était frais, mais il sentait la sueur perler sur sa peau. Il les avait sauvés pour l'instant, mais il faisait maintenant face à la réalité écrasante de sa promesse. Une augmentation de 20% du rendement garanti en 3 mois. C'était une tâche surhumaine, et l'échec signifiait la destruction certaine de toute sa famille. Il avait acheté du temps, mais le prix était total. Basile ne courut pas vers la cabane. Il marcha lentement et délibérément, mais le sol semblait plus léger sous ses pieds qu'il ne l'avait été tout l'après-midi. Il avait regardé l'abîme et avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à y jeter une corde. Il n'avait pas choisi entre sa femme et sa fille. Il avait choisi la défiance, déguisée en profit. Lorsqu'il atteignit la cabane, la lampe à l'intérieur était allumée, jetant une lumière faible et tremblante. Adélaïde et Félicité étaient assises ensemble, silencieuses, attendant le verdict. Dès qu'Adélaïde vit l'expression dans ses yeux, non pas le regard de défaite qu'elle attendait, mais un regard d'épuisement terriblement concentré, elle sut que le danger immédiat était passé. Mais quelque chose d'également monstrueux avait pris sa place. « Qu'a-t-il dit, Basile ?» chuchota-t-elle en se levant lentement. Basile entra et ferma la porte, s'isolant de la vaste nuit froide. Il serra Adélaïde contre lui, la tenant assez fort pour se rassurer sur sa présence. « Il a accepté le marché, » murmura Basile contre ses cheveux. « Il ne t'a pas vendu, Adélaïde, il n'a pas vendu Félicité, il a accepté le contrat. » Adélaïde se recula, les yeux écarquillés par un mélange de soulagement et d'horreur naissante. « Les 20%. La récolte record? Oui, 3 mois. C'est le prix de notre liberté pour l'instant. Si j'échoue, il nous vend tous les 3 séparément. » Basile s'assit, ressentant soudain tout le poids du traumatisme de la journée. Il surveille, Adélaïde. Gaspard surveille. Chaque heure, chaque brin de lin appartient à de la Tour désormais. Félicité, qui n'avait pas compris les histoires de registre mais comprenait la peur dans les voix de ses parents, grimpa sur les genoux de Basile. Il la serra fort, sentant la chaleur fragile de son petit corps, la vie même qu'il avait tout parié pour protéger. Ils ne dormirent pas beaucoup cette nuit-là. Ils discutèrent tranquillement, planifiant. Ce n'était pas seulement le fardeau de Basile, c'était une mission familiale. Adélaïde, avec son esprit vif et sa connaissance pratique des champs, était son atout le plus précieux. Bien plus précieux que le prix que Duval aurait payé. « Nous commençons par l'irrigation comme tu l'as écrit, » dit Adélaïde d'une voix ferme. « Les terres basses sont déjà sèches. Nous devons détourner le peu d'eau que nous pouvons du ruisseau et nous devons réparer ces canaux ce soir. » Basile acquiesça. Il devait agir avant le lever du soleil et avant que Gaspard ne puisse organiser sa routine habituelle et lente. Ils avaient besoin d'une avance. Le lendemain matin, l'air était encore frais et chargé de rosée quand Basile sortit. Il ne se rendit pas au champ où le reste de l'équipe se rassemblait. Au lieu de cela, il alla directement vers le petit groupe que de la Tour l'avait autorisé à choisir. Des hommes en qui il avait une confiance absolue,
Des hommes qui connaissaient la terre aussi bien que lui et qui comprenaient qu'il ne s'agissait pas seulement de l'un, mais de survie. Ils étaient las, sceptiques, mais prêts à le suivre. « Nous ne travaillons pas pour de la tour », leur dit Basile, debout au bord du ruisseau boueux, la poussière de charbon tachant encore ses doigts. « Nous travaillons pour les 3 prochains mois. Nous travaillons pour dépasser le record de 20%. Si nous réussissons, nous vivons. Si nous échouons, de la tour nous vendra pour s'acheter de nouvelles bottes. » Ils commencèrent par les canaux d'irrigation. C'était un travail de forçat, dans la boue, à transporter des pierres et à creuser des tranchées pour rediriger le maigre débit d'eau. Basile travaillait plus dur que quiconque, poussé par l'image d'Adélaïde et de Félicité. Il était mu par la nécessité, non par la nourriture ou le repos. Les premières semaines furent un tourbillon de mouvements. Basile était partout à la fois. Il mit en œuvre le système de rotation qu'Adélaïde connaissait, déplaçant les cultures pour maximiser la lumière du soleil et la nutrition du sol. Il utilisa de vieilles méthodes transmises de génération en génération, des méthodes que les régisseurs de la tour trouvaient trop lentes ou trop compliquées, mais dont Basile savait qu'elles tiraient le maximum de potentiel d'un sol ingrat. Gaspard, le régisseur, devint rapidement une ombre constante. Il s'offusquait de la soudaine autorité de Basile dans ce contrat à enjeux élevés. Gaspard ne comprenait pas les registres, il comprenait le fouet. Il observait Basile avec des yeux plissés, attendant qu'il échoue, espérant le moment où il pourrait rapporter à de la tour que le travailleur avait dépassé les bornes. « Tu les pousses trop fort, Basile », grogna Gaspard un après-midi, regardant la petite équipe travailler sous la chaleur de midi pour réparer une section de clôture qui protégeait des animaux d'élevage. « Tu vas les épuiser avant la récolte. » Basile essuya la sueur de ses yeux sans arrêter son labeur. « Nous ne sommes pas épuisés, Gaspard. Nous sommes concentrés. Monsieur de la Tour veut 20% de profit supplémentaire. Je livre le profit de Monsieur de la Tour. » Il utilisait le langage même du maître comme un bouclier. Gaspard ne pouvait pas argumenter contre l'efficacité, seulement la détester. Le premier mois passa. L'équipe de Basile était épuisée, mais les champs prospéraient indéniablement. Les terres basses, traditionnellement sèches et clairsemées, montraient une croissance vigoureuse et saine grâce aux canaux réparés. De la Tour, qui quittait rarement le confort de sa véranda, commença à venir inspecter à cheval de temps en temps. Il ne parlait pas à Basile. Il se contentait de regarder, calculant le rendement dans sa tête, mesurant la croissance verte par rapport au contrat qu'il détenait. Il était impressionné malgré lui par l'énergie implacable de Basile, mais il attendait aussi l'effondrement inévitable. Puis vint le véritable test, la météo. Le deuxième mois commença par une canicule brutale. Le ciel devint d'un blanc aveuglant et le soleil frappait sans pitié. Le ruisseau qui alimentait les canaux d'irrigation commença à rétrécir, devenant un filet d'eau paresseux. Le sol craquelait et les feuilles des plants de lin commençaient à s'enrouler, cassantes de soif. L'objectif des 20%, qui semblait déjà impossible auparavant, ressemblait maintenant à une plaisanterie cruelle. La panique se propagea dans l'équipe. Ils travaillaient plus dur, mais ils ne pouvaient pas combattre le soleil. Basile sentait la peur lui serrer la gorge. Mais il ne pouvait se permettre de la montrer. Il savait que si la récolte échouait maintenant, de la Tour n'aurait aucune pitié. Il devait innover au-delà de la simple gestion du champ. Il devait trouver de l'eau là où il n'y en avait pas. « Adélaïde, le vieux puits », dit Basile un soir, sa voix éraillée par la poussière. « Celui près du vieux chêne, celui que de la Tour a fait condamner il y a 10 ans, parce que le débit était trop faible. » Y a-t-il une chance ? Adélaïde s'en souvenait. Il était faible, mais il n'était jamais à sec. Il pourrait contenir assez pour un arrosage d'urgence si nous parvenons à l'ouvrir et à faire fonctionner le système de seau. Le lendemain, sous le soleil de plomb, Basile et son équipe détournèrent leur énergie vers le vieux puits. Gaspard regardait, confus et agacé par ce détour. « Qu'est-ce que tu fabriques, Basile ? Tu creuses la vieille terre ?» demanda Gaspard, s'appuyant lourdement sur son fusil. « Le lin a besoin d'eau, pas de superstition. » « Ce n'est pas de la superstition, Gaspard, »
expliqua Basile, la voix atone. C'est de l'eau. Le contrat de Monsieur de la Tour exige de l'eau. Le ruisseau faiblit. Ce puits sauvera la récolte. Il fallut 3 jours d'un travail acharné et dangereux pour dégager le puits scellé et reconstruire le mécanisme de levage. L'air à l'intérieur du puits était épais et étouffant, mais quand ils descendirent enfin un seau, il remonta mouillé. Pas un déluge, mais assez. Assez pour maintenir en vie les plans les plus éprouvés. C'est là qu'Adélaïde et Félicité intervinrent. Pendant que Basile et l'équipe travaillaient au champ, Adélaïde organisa le transport de l'eau. Elle et Félicité, accompagnées de quelques femmes âgées et de jeunes enfants qui ne pouvaient pas supporter le lourd travail des champs, commencèrent le processus lent et épuisant de transporter l'eau seau par seau, la portant à travers les champs vers les rangées les plus vulnérables. Félicité, petite mais déterminée, portait 2 petits bidons en fer blanc attachés à une corde sur son épaule, les remplissant à partir des plus gros seaux et versant soigneusement la maigre ration au pied de chaque plante flétrie. Elle était trop jeune pour comprendre la nature exacte du contrat, mais elle comprenait que chaque goutte d'eau signifiait que sa famille restait unie. Ce système était terriblement lent, inefficace, selon les critères de la Tour. Mais il était efficace. C'était la différence entre la vie et la mort pour la récolte. Gaspard rapporta cette étrange activité à de la Tour. De la Tour écouta, non pas avec colère, mais avec une curiosité intense. Il voyait le risque que Basile prenait en investissant une main-d'œuvre précieuse dans un vieux puits, mais il voyait aussi l'obstination verte des plants de lin, défiant la sécheresse. De la Tour commençait à réaliser que Basile n'était pas seulement un dos solide. C'était un esprit, un stratège, qui comprenait la terre mieux que n'importe quel régisseur salarié. Et cette réalisation était à la fois profitable et profondément troublante pour de la Tour. Le 2e mois se termina avec la fin de la sécheresse, rompue par un court et violent orage. Le soulagement était palpable, balayant la poussière et la peur immédiate de l'échec. Les champs, bien que marqués par la chaleur, se rétablissaient et les tiges de lin commençaient à s'épaissir, promettant un rendement lourd. Ils entraient dans le dernier mois, la récolte. Basile n'était plus que l'ombre de lui-même, squelettique, les yeux enfoncés, son corps fonctionnant à l'adrénaline pure et à l'espoir désespéré de voir sa famille en sécurité. Il dormait à peine, passant les nuits à vérifier les champs, cherchant des parasites ou de la pourriture, s'assurant que chaque plante donnait son maximum. La récolte elle-même fut une course contre la montre. L'équipe, bien qu'épuisée, travaillait avec une unité farouche. Ils connaissaient les enjeux, ils se déplaçaient avec une vitesse et une précision que Gaspard n'avait jamais vues sur le domaine. Basile avait tout calculé. Le nombre de rangées, le poids moyen par ballot, le transport quotidien attendu. Il tenait le compte dans sa tête, le comparant constamment au rendement record que de la Tour avait fixé des années auparavant. Ils étaient proches, mais la barre des 20% semblait encore être un sommet de montagne caché dans les nuages. Le facteur critique était le poids. Le lin est vendu au poids, et les dernières semaines de la récolte déterminaient la densité et la qualité de la fibre. Une semaine avant l'échéance, les champs étaient presque entièrement nus. Les piles massives de ballots de lin attendaient le décompte final, le poids qui scellerait leur destin. De la Tour, désormais pleinement investi dans le résultat, venait à cheval chaque matin. Il ne faisait pas confiance au décompte de Gaspard. Il voulait voir les résultats finaux lui-même. Il faisait les 100 pas sur sa véranda, plume à la main, comparant sa dette actuelle à l'ancienne offre de Duval, puis comparant cela au profit stupéfiant que Basile avait promis. Le jour de la pesée finale arriva. C'était une matinée froide et vive, le genre de temps qui signale généralement un changement, un nouveau départ. Pour Basile, c'était comme la fin du monde. De la Tour ordonna à toute l'équipe de se rassembler près de la grange où se trouvait la balance massive calibrée. Il se tenait près de la balance, flanqué de Gaspard, qui tenait un registre épais et un crayon, prêt à noter les chiffres finaux. La tension était à couper le souffle. Adélaïde et Félicité se tenaient légèrement à l'écart, regardant Basile.
Le visage d'Adélaïde était marqué par 3 mois d'inquiétude incessante, mais ses yeux brillaient d'une fierté farouche. « Nous allons peser les ballots maintenant, Basile », annonça de la Tour, sa voix portant clairement dans le calme matinal. « Gaspard a noté le précédent rendement record. Tu as promis 20% au-dessus de ce chiffre. Voyons si ton ambition égale tes capacités. » Le processus fut lent et délibéré. Chaque ballot, étroitement enveloppé dans de la toile de jute, était tissé sur la plateforme. Le grand cadran en cuivre de la balance grinçait et se stabilisait, et Gaspard annonçait le poids. Les chiffres montaient régulièrement. À mesure que la première moitié des ballots était pesée, Basile sut qu'ils avaient déjà dépassé le rendement moyen. Ils avaient battu la production habituelle du domaine, mais ils n'avaient pas encore battu le record, et certainement pas la garantie des 20%. Basile regardait les derniers ballots défiler. Il avait calculé que les 10 derniers ballots, récoltés dans la section particulièrement riche des terres basses, la zone qu'il avait personnellement soignée pendant la sécheresse, étaient les plus lourds et les plus critiques. Ballot après ballot, le poids était enregistré. Le visage de Gaspard était un masque d'agacement. Il détestait voir Basile réussir. Enfin, il ne restait plus que 2 ballots. De la Tour se pencha en avant, ses bottes cirées claquant sur la plateforme en bois. « Rendement total enregistré jusqu'à présent », annonça de la Tour en lisant le registre de Gaspard. 95% du rendement record requis. « Tu es loin du compte, Basile, très loin. » Un cri de surprise parcourut les travailleurs assemblés. Basile sentit un effroi glacial s'installer dans son estomac. Il avait poussé son corps au-delà de ses limites humaines et il échouait. 5% en dessous du record. Et il lui fallait encore le bonus de 20%. « Les 2 derniers ballots, monsieur de la Tour, » dit Basile, la voix basse mais ferme. Ces ballots étaient lourds. Ils avaient été laissés à sécher parfaitement. Ils représentaient le sommet de ses efforts. L'avant-dernier ballot fut poussé sur la balance. Le cadran tourna, puis se stabilisa lentement. Gaspard regarda le chiffre, ajoutant « Le rendement total est maintenant de 102% du record requis. » Un léger frémissement d'excitation parcourut l'équipe. Ils avaient battu le record, mais la célébration s'éteignit instantanément lorsqu'ils se rappelèrent l'objectif réel. Ils avaient besoin de 120%. De la Tour eut un petit rire sans joie. « Un effort louable, Basile. Tu as battu le record, mais tu as promis 20% de plus. Cela signifie qu'il te fallait 120%. Tu es à 18% du but. » Il regarda le dernier ballot, l'ultime vestige de l'espoir de Basile. Ce dernier ballot devrait peser plus que n'importe quel ballot de lin jamais enregistré dans ce département pour combler la différence. « Penses-tu pouvoir faire des miracles, Basile ?» Basile ne répondit pas. Il fit simplement un signe à son équipe. Ils poussèrent le dernier ballot massif sur la balance. La plateforme gémit sous le poids. Le cadran de cuivre tourna sauvagement, puis commença sa descente lente et agonisante vers son point d'arrêt final. Tout le monde retint son souffle. Adélaïde serra la main de Félicité si fort que l'enfant grimaça. Le cadran se stabilisa. Gaspard se pencha, son crayon suspendu au-dessus du registre. Il fixa le chiffre, puis le fixa à nouveau, la bouche entr'ouverte. De la Tour, impatient, s'avança et regarda par-dessus l'épaule de Gaspard. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, le premier signe de véritable surprise que Basile voyait en 3 mois. Le dernier ballot était étonnamment lourd. La somme des poids avait poussé le rendement total bien au-delà des attentes. Gaspard s'éclaircit la gorge, la voix serrée par l'incrédulité. « Monsieur de la Tour, le décompte final. Le rendement total est de 119% du précédent record. » Le silence. Un silence absolu descendit sur la cour. De la Tour ne bougeait pas. Il fixait le registre, calculant. Basile avait accompli l'impossible, dépassant le record de près de 19%. Il avait livré un profit faramineux, mais il lui manquait toujours 1% pour atteindre la garantie des 20%. Basile sentit le sol se dérober sous lui. 1%. Il avait poussé la terre, son équipe et lui-même, au-delà de toutes les limites humaines, et il avait échoué par la plus petite marge possible. De la Tour finit par lever les yeux, le visage indéchiffrable.
Il tapota le registre avec sa plume d'argent, le son étant sec et définitif. 119%, Basile, déclara Delatour d'une voix dangereusement égale. Ton contrat garantissait 20% au-dessus du record, c'est-à-dire 120%. Il te manque 1%. L'air crépitait de la terrible certitude de l'échec. Le contrat était absolu. Basile avait échoué. Les vies d'Adélaïde et de Félicité étaient perdues. Gaspard, voyant sa chance, s'avança, un sourire cruel s'étalant sur son visage. Monsieur Delatour, il a échoué. Les termes étaient clairs. Le contrat est rompu. Nous vendons la femme et la fille immédiatement, et le garçon peut retourner au champ sous ma supervision. Delatour leva la main, faisant taire Gaspard. Il fixait toujours Basile, qui restait droit, prêt à accepter la conséquence dévastatrice de son erreur de calcul. « Tu as parié, Basile, » dit Delatour, « et tu as perdu le pari d'un point. » Puis Delatour fit la chose choquante que personne, pas même Basile, n'aurait pu prédire. Delatour soupira, un son de profonde frustration, non pas contre Basile, mais devant l'inconvénient de la situation. Cependant, continua Delatour en tapotant à nouveau le registre, ce rendement est sans précédent. C'est la plus grande marge de profit que ce domaine ait jamais connue. La différence entre 119% et 120% est négligeable financièrement parlant, comparée à la perturbation de la vente d'actifs essentiels. Maintenant, Delatour choisissait le profit plutôt que le principe, l'efficacité plutôt que la cruauté. Ou peut-être réalisait-il que la cruauté maximale était de garder Basile vivant et endetté. « Je ne vendrai pas ta famille, Basile, » annonça Delatour, les mots coupant le silence. « Le contrat est officiellement rempli en raison de la nature extraordinaire du rendement. Tu as sauvé ta famille. » Une vague de soulagement stupéfié submergea l'équipe. Adélaïde trébucha vers l'avant, les larmes coulant sur son visage, et Félicité éclata en sanglots de soulagement hystérique. Basile restait là, incapable de bouger, assimilant le sursis. On lui avait rendu la vie, non par pitié, mais parce que son travail était trop précieux pour être liquidé. « Mais comprends bien ceci, Basile, » ajouta Delatour d'une voix durcie, fixant Basile d'un regard glaçant. « Tu n'es pas libre. Tu es désormais la référence. Tu as prouvé ce qui est possible. À partir d'aujourd'hui, 119% est le nouveau minimum attendu pour ce domaine. Si le rendement redescend un jour sous ce niveau, le contrat devient caduc et les termes originaux de la vente seront appliqués immédiatement. Me comprends-tu » Basile hocha lentement la tête, sa gorge trop nouée pour parler. Il avait échappé au choix impossible seulement pour être piégé par une norme impossible. Il avait acheté leur vie, mais le prix était un travail éternel et écrasant. « Bien » dit Delatour congédiant l'assemblée d'un geste de la main. « Maintenant, retournez au travail. Il y a toujours plus de lin à planter. » Basile marcha lentement vers Adélaïde et Félicité. Quand il les atteignit, il ne parla pas. Il les prit simplement dans ses bras, serrant les deux vies pour lesquelles il s'était battu si désespérément. Ils étaient en sécurité pour l'instant, liés par un fil de fibres de lin et les calculs froids de M. Delatour. Les gens qui regardaient, l'équipe qui avait travaillé à ses côtés, comprenaient toute l'horreur de ce sursis. Basile n'avait pas gagné la liberté. Il avait simplement placé la barre de son propre servage perpétuel à un niveau incroyablement haut. Mais pour Basile, à cet instant sous le soleil froid, en tenant sa famille, il ne ressentait qu'une chose: la victoire. Ils étaient ensemble, et tant qu'ils étaient ensemble, ils pouvaient se battre. Il avait défié le choix du maître, et cette défiance, même si elle lui coûtait son corps et sa paix, était une victoire à laquelle il s'accrocherait. Il savait que Delatour n'avait fait que repousser l'inévitable. Le prochain test viendrait, peut-être la saison prochaine, peut-être la semaine prochaine, et Basile devait être prêt. Il devait trouver un moyen de briser le cycle de la production et de la dette, un moyen qui n'impliquait ni l'un ni contrat. Il avait besoin d'un plan, non pas pour la survie, mais pour une véritable évasion permanente.
et il savait au plus profond de son cœur épuisé que la seule façon de battre un contrat écrit à l'encre était de réécrire les règles mêmes du jeu. Il avait 3 mois de paix relative avant que la prochaine saison de plantation ne commence. 3 mois pour trouver le chemin impossible vers la liberté. Le silence qui suivit la déclaration de la Tour était plus terrifiant que n'importe quelle menace de fouet. Ils étaient en sécurité. Mais le prix était une vie de travail impossible. Basile n'avait pas gagné la liberté. Il avait simplement élevé son asservissement à un niveau d'excellence. Il était désormais essentiel, une machine hautement profitable, et de la Tour protégerait son actif farouchement. De retour à la cabane, la panique immédiate s'était calmée, remplacée par une compréhension profonde et lasse. Adélaïde massait le dos de Félicité, l'enfant dormant enfin d'un sommeil agité et épuisé. « Il ne nous laissera jamais partir maintenant, Basile », chuchota Adélaïde, regardant son mari assis près de la faible lueur du feu, ses mains posées lourdement sur ses genoux. « Tu as prouvé que tu pouvais faire l'impossible. Il a placé la barre si haut que nous nous briserons en essayant de la maintenir. » Basile hocha lentement la tête. « Il veut 119% chaque saison. Il veut que je pense au profit quand je regarde le ciel, quand je regarde le sol. Il veut que je sois son esprit autant que ses muscles. » Mais dans cette terrible réalité, Basile voyait une mince opportunité, une fissure dans le mur de leur enfermement. « De la Tour est prévisible, Adélaïde, » expliqua Basile d'une voix basse et intense. « Il ne s'intéresse qu'au registre. Pendant les 3 mois qui nous séparent de la prochaine plantation, il célébrera son rendement record. Il sera complaisant. Il supposera que je me repose, me préparant pour la tâche impossible de la saison suivante. » L'attention de la Tour était entièrement portée sur le lin. Ils ne les vendraient pas maintenant parce qu'ils étaient trop précieux ici. C'était là leur fenêtre de tir. « Nous avons 3 mois de paix relative avant que les champs n'exigent à nouveau toute notre attention, » continua Basile. 3 mois où de la Tour pensera que je suis son serviteur obéissant et profitable. Nous ne nous reposons pas. Nous nous préparons. La préparation, cependant, exigeait du capital. Ils avaient le besoin d'argent pour les provisions, pour un guide pour le long et dangereux voyage vers le nord. Voler du lin était hors de question. C'était trop facile à tracer. Basile repensa à ces 3 mois de travail intense, se rappelant chaque pouce du domaine de la Tour, chaque ressource que de la Tour ignorait parce qu'elle ne produisait pas directement de fibres blanches. « Les bois, Adélaïde », dit Basile en se penchant plus près. « La lisière ouest de la propriété près du coude de la rivière. De la Tour n'y va jamais. Le sol est trop rocailleux pour le lin, alors il appelle ça des terres perdues. Mais il y a des arbres là-bas, des noyers noirs, de vieux êtres, du bois que les maîtres artisans de Bordeaux paient une fortune. » Les yeux d'Adélaïde s'écarquillèrent. « Cela prendrait du temps à couper et à déplacer. Comment le cacherions-nous à Gaspard ?»« Nous le cachons au grand jour, » dit Basile, un plan se formant déjà dans son esprit stratégique. « De la Tour m'a donné l'autorité de gérer l'équipe et les ressources pour l'efficacité. Je dirai à Gaspard que nous avons besoin de nouveaux poteaux de clôture, de nouveaux manches pour les outils, remplaçant les anciens pour garantir le haut rendement de la saison prochaine. Nous utiliserons le meilleur bois pour ces réparations et nous cacherons l'excédent. » Le lendemain matin, Basile commença son nouveau travail secret. Sous le couvert de la maintenance et de l'efficacité, le langage même que de la Tour comprenait, Basile et 2 hommes de confiance de son équipe commencèrent à travailler dans les bois négligés de l'Ouest. Ils coupèrent le bois dur précieux, faisant attention de ne prendre que ce qui pouvait être facilement remplacé et dissimulé. Adélaïde, quant à elle, utilisait son réseau discret, presque invisible. Elle était autorisée à se rendre occasionnellement à la cuisine de la maison de maître. Elle utilisa ces trajets pour trouver un contact, un homme noir libre qui livrait parfois des provisions depuis Bordeaux et qui était connu pour être un maillon de la chaîne remontant vers le nord. Cela prit des semaines. Basile échangea de petites pièces de noyer sculptées avec expertise, un petit coffret, une ébauche de crosse de fusil parfaite, avec le livreur de provisions,
recevant en retour de petites quantités de monnaie et, plus important encore, des fragments de cartes et des noms codés de maisons sûres. C'était une transaction lente et terrifiante, bâtie entièrement sur la confiance et la certitude qu'un seul faux pas leur coûterait tout. L'argent s'accumula lentement, assez pour les provisions de base, des biscuits de mer, un peu de porc salé, des couvertures épaisses pour le voyage glacial. Alors que les semaines s'écoulaient vers le 3e mois, le temps changea. Un hiver rude et mordant s'installa sur la Gironde, glaçant les eaux et recouvrant les champs d'un givre mince et impitoyable. C'était le moment idéal. Voyager était misérable, mais les patrouilles étaient relâchées, et de la Tour restait confiné dans sa maison chaude, confiant dans ses actifs. La date fut fixée pour la nuit sans lune de la fin janvier. Basile avait obtenu la dernière pièce du puzzle. Les directions vers une route connue près de la côte, une route qui les mènerait vers le nord, vers la Loire. La nuit de l'évasion, le froid était brutal. L'air était vif, et les étoiles semblaient gelées dans le ciel noir. Basile, Adélaïde et Félicité se déplacèrent avec une furtivité silencieuse et exercée. Ils ne portaient que ce dont ils avaient absolument besoin, étroitement enveloppés dans leurs couvertures les plus fines. Ils ne se dirigèrent pas vers la route principale. Basile les guida à travers les champs, suivant la ligne faible et familière des canaux d'irrigation qu'il avait réparés de ses propres mains des mois auparavant. Il connaissait cette terre mieux que de la Tour ne connaissait son propre visage. Leur itinéraire les mena directement aux vieux chênes et aux puits scellés. C'était la structure qui avait sauvé la récolte de lin et, par extension, leur vie. Basile avait délibérément laissé le sol autour du puits meuble et perturbé, masquant tout signe de leur passage. « Nous passons par là », chuchota Basile, désignant un sentier étroit et envahi par la végétation qui quittait la propriété vers les bois épais bordant le coude de la rivière. Adélaïde regarda une dernière fois vers les faibles lumières de la maison de maître où Monsieur de la Tour dormait, rêvant de son rendement de 119%. Elle ne ressentait aucun regret pour la vie qu'elle laissait derrière elle, seulement de la gratitude pour la vie qu'ils allaient commencer. « Viens, Félicité !» murmura Adélaïde en serrant l'enfant contre elle. Félicité, grelottante mais résolue, ne pleura pas et ne se plaignit pas. Elle tenait la main de son père, faisant une confiance totale à sa force et à ses connaissances. Ils marchèrent pendant des heures en suivant la boucle de la rivière jusqu'à ce qu'ils atteignent le fourré où Basile avait secrètement récolté le bois précieux. C'était le dernier morceau de la propriété de la Tour qu'ils toucheraient. Juste avant l'aube, ils atteignirent le point de rencontre convenu, un bosquet dense loin des limites du domaine où le livreur de provisions attendait avec une petite charrette robuste. Le livreur, un homme solennel nommé Thomas, fit un signe de tête. « Vous avez réussi, Basile. De la Tour vous cherchera dès le lever du soleil. Nous partons maintenant, et nous ne nous arrêtons pas. » Basile regarda sa femme et sa fille, blotties l'une contre l'autre pour se réchauffer à l'arrière de la charrette. Il sentit le poids des 3 derniers mois quitter ses épaules, remplacé par le poids du long voyage à venir. Mais ce nouveau poids était différent. C'était le poids du choix, le poids de leur propre destin. Alors que la charrette s'éloignait, se dirigeant vers le nord par des sentiers cachés et accidentés, Basile ne regarda pas en arrière. La découverte vint, comme Basile le savait, avec le lever du soleil. Gaspard, le régisseur, s'était rendu à la cabane de Basile en premier, impatient de réveiller l'homme qui avait brièvement détenu un pouvoir sur lui. La cabane était vide. L'alarme fut donnée immédiatement. Monsieur de la Tour fut tiré de son lit douillet. Il était furieux, non pas parce qu'il avait perdu des gens, mais parce qu'il avait perdu son actif le plus précieux et irremplaçable, l'esprit qui garantissait son profit. Gaspard et de la Tour partirent immédiatement à cheval vers les champs, fouillant les routes principales, s'attendant à trouver les signes d'une fuite désespérée et paniquée. Ils ne trouvèrent rien. De la Tour, cependant, était un homme calculateur. Il savait que Basile était un stratège. Il ordonna à Gaspard de fouiller les zones que Basile avait passées les 3 derniers mois à réparer pour l'efficacité. Ils chevauchèrent jusqu'au bois de l'Ouest.
De la Tour vit les souches fraîches, là où le bois précieux s'était trouvé. Il ne les avait pas remarquées auparavant. Il ne voyait que le potentiel pour le lin. Maintenant, il voyait l'espace vide et comprenait. Basile ne s'était pas préparé pour la prochaine récolte. Il avait rassemblé le capital pour sa liberté en utilisant le mandat d'efficacité même que de la Tour lui avait donné. De la Tour n'était pas seulement en colère. Il était personnellement insulté. Basile avait utilisé l'avidité même de la Tour contre lui. L'homme qui avait été forcé de choisir entre sa femme et sa fille n'avait choisi aucune des deux. Il avait choisi la défiance enveloppée dans une marge de profit de 119%. « Il a utilisé le bois, Gaspard !» hurla de la Tour, sa voix résonnant dans les bois froids et vides. « Il a vendu le noyer. Il a utilisé ma propre terre pour payer son passage. » Gaspard, confus, se gratta la tête. « Nous pouvons les suivre, monsieur de la Tour. »« Je vais prendre les chiens. »« Non !» cria de la Tour, sa fureur se transformant en un calcul froid et amer. « Ils ont trop d'avance. Et s'il a été assez intelligent pour planifier cela, il a été assez intelligent pour masquer son odeur. Laisse-les partir. » Gaspard le fixa horrifié. « Les laisser partir? Mais la valeur, monsieur de la Tour, l'exemple !» De la Tour descendit de cheval, ramassant un morceau de bois abandonné, un petit éclat de hêtre brut. « L'exemple, Gaspard, c'est qu'un homme poussé à ses limites trouvera un moyen de briser ses chaînes, » dit de la Tour, sa voix tombant dans un murmure dangereux. « Il m'a battu, Gaspard. Il m'a battu non pas par la force, mais par les chiffres. Il a prouvé que le rendement de 119% dépendait entièrement de son esprit, pas de ma propriété. Si je le poursuis maintenant, je perds les 3 mois de profit qu'il a livrés et je prouve que mon contrôle est fragile. » De la Tour jeta le morceau de bois au sol. Il connaissait la vérité. Basile était parti et le coût de sa poursuite était plus grand que le coût de sa disparition. Le véritable châtiment pour Basile était la connaissance qu'il avait laissée derrière lui, la norme des 119%. Une norme que de la Tour allait maintenant imposer au reste de l'équipe épuisée. Le cycle de la cruauté continuait, mais Basile et sa famille étaient hors de la spirale. Loin vers le nord, Basile chevauchait en silence, tenant fermement la main d'Adélaïde. Félicité était blottie entre eux, dormant enfin d'un sommeil profond, n'étant plus hantée par la peur de la séparation. Il n'avait rien d'autre que les vêtements qu'il portait et les maigres provisions dans la charrette. Le voyage était long, froid et semé de dangers. Mais alors que le soleil franchissait enfin l'horizon, jetant une faible lumière dorée sur le paysage gelé, Basile regarda Adélaïde. « Nous sommes ensemble », dit-il, ces mots simples portant tout le poids de leur lutte. Adélaïde sourit, un sourire sincère et sans peur que Basile n'avait pas vu depuis des années. « Nous sommes ensemble, Basile. Tu nous as choisis toutes les deux. » Il avait regardé au cœur de la cruauté de Monsieur de la Tour et avait refusé d'y participer. Il avait refusé de laisser son amour être quantifié ou divisé. Il avait parié leur vie sur la seule chose que de la Tour appréciait plus que la souffrance humaine, le profit maximal. Et, ce faisant, il avait acheté leur liberté. Ils continuèrent leur route, laissant derrière eux les champs de lin et les registres de la Gironde, se dirigeant vers la promesse d'un lieu où la valeur d'un homme ne se mesurait pas au poids de la récolte, mais à la force de son âme indomptable. Le long combat était terminé. Le voyage ne